Bonjour à toutes et à tous pour vous introduire dans ce webinaire qui va toucher justement la protection et la valorisation de vos innovations dans les domaines du numérique. Je suis Walter Thomas, je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et je suis très heureux de vous accueillir. Avec moi aujourd'hui, on a mon collègue Roger Goldschmidt. Bonjour. On a aussi Ilias Adou, cofondateur et CTO de l'entreprise Mobenergie. Bonjour. Et Céline Matevé, adjointe à la déléguée régionale de l'INPI et expert dans la thématique. Bonjour. On va commencer d'abord peut-être à présenter un peu l'agence et je laisse mon collègue Roger en dire juste des mots. Oui, bonjour à tous. Je me présente, donc Roger Goldschmidt, donc chargé de développement économique à l'agence, pour vous présenter en quelques mots voilà qui nous sommes et nos missions par rapport effectivement aujourd'hui à notre activité. Donc, je vais du coup vous présenter voilà, les quelques slides qu'on a prévus pour ça. Alors qui sommes-nous? L'agence économique est née déjà de la volonté de la région de rassembler les structures économiques de l'ensemble de son territoire et pour soutenir in fine donc les entreprises de la région en lien avec les EPCI, donc les communautés de communes, ainsi que les départements. Alors, elle est financée principalement par la région, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association sans but lucratif et dotée d'une gouvernance publique-privée. Et elle est coprésidée aujourd'hui donc par Laurent Wauquiez, qui est bien sûr le président de la région, et Florent Ménégo, qui est l'actuel président du groupe Michelin. Notre rôle est celui de facilitateur pour les entreprises, mais aussi de connecteur au niveau du réseau pour leur permettre effectivement de trouver les bonnes compétences au bon moment dans le cadre de leur projet et de les accompagner finalement, toutes ces entreprises, principalement des entreprises industrielles et de services à l'industrie, pour une mission globale qui est celle consacrée au développement économique. Et nous verrons un peu plus loin quelques détails sur ces différentes missions. Alors, aujourd'hui, nous sommes présents sur toute la région grâce à 11 antennes de proximité et 130 collaborateurs, donc qui constituent l'ensemble de notre agence. Et l'agence oriente, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, et accompagne de façon personnalisée les entreprises dans toutes les étapes de leur développement, avec déjà un interlocuteur unique par rapport effectivement donc à leur nécessité, leurs besoins, d'exprimer leurs besoins donc à quelqu'un qui peuvent donc solliciter. Et ils peuvent également avoir des réponses donc pour leurs besoins, leurs demandes d'aide financière qui soient adaptées à leur projet. Et une mise en relation, comme je le disais tout à l'heure, des relations ciblées par rapport à l'écosystème, par rapport au réseau, mais par rapport aussi à des entreprises qu'elles connaissent et avec lesquelles elles partagent aussi des projets, des compétences et donc des relations particulières. Nos missions un peu plus détaillées, alors elles sont regroupées en différents piliers qui regroupent des missions en lien, par exemple, pour le développement économique concernant l'investissement et l'accès aux aides et aux subventions, donc qui sont régionales, mais pas toujours, pas que régionales. Elles peuvent être également des aides au niveau de l'État ou de l'ADEME ou d'autres structures qui permettent également d'avoir des aides. Permettent d'accompagner les entreprises aussi sur la formation et l'emploi avec le pilier donc RH.
L'innovation, qui est un exemple aujourd'hui avec Walter, qui fait partie de ce pilier d'innovation, et notre webinaire consacré donc à l'INPI avec notre partenaire. L'export concernant tous les accès au financement et aux projets européens et toute la partie donc développement international, ainsi que toute la partie promotion de la région à l'international et de la valorisation de ses multiples atouts pour attirer les entreprises sur son territoire au travers de sa marque Invest in Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en quelques mots, la présentation de l'agence, et du coup, je laisse à nouveau la parole à Merci. Walter pour faire la transition. Merci Roger. Alors, je me permets, juste avant de passer la parole à Céline et Ilias, aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons recueillir toutes les questions et puis on aura un moment justement pour pouvoir y répondre. L'intérêt, c'est juste ça, hein, qu'il y a un minimum d'interaction. Et d'ailleurs, on aura une petite chose encore plus interactive au cours de ces webinaires. Donc maintenant, je laisse la parole à Céline Elias, qui va nous aborder la thématique et dans laquelle on va avoir la chance aussi d'un retour d'expérience côté entreprise. À toi, Céline. Bonjour, peut-être je vais laisser, avant de commencer sur l'INPI et ce que l'on peut vous proposer, vous apprendre peut-être ce matin, j'en serais ravie. La parole à Ilias pour présenter Mob Énergie. Je remercie Monsieur Ilias Adout d'être présent pour apporter son témoignage et son éclairage, sa vision de la propriété intellectuelle, ce qu'elle peut apporter. Et peut-être ne connaissez-vous pas encore Mob Énergie, donc si vous voulez bien nous dire peut-être en un mot ce que fait et ce que propose Mob Énergie. Ensuite, j'enchaînerai sur l'INPI. Bien sûr. Alors, Mob Énergie, c'est une jeune entreprise lyonnaise qui a été fondée il y a un peu plus de 2 ans et qui a en fait, qui s'est... Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, ok. En fait, c'est une jeune entreprise lyonnaise qui a été fondée il y a un peu plus de 2 ans et qui a pour objectif en fait d'accélérer la transition vers la mobilité électrique en s'attaquant à un point de douleur aujourd'hui qui est la facilité de déploiement des points de charge du coup, pour la recharge des véhicules électriques. On sait qu'il y a énormément d'acteurs qui sont concernés par les déploiements en fait, de ces infrastructures-là, donc que ce soit des gestionnaires de parking publics, privés, des gestionnaires de parking dans des sites d'entreprise. Et notre but, en fait, c'est de proposer une solution innovante qui s'adapte à l'usage et qui permet en fait de s'affranchir dans certains cas, de certaines contraintes liées à l'installation de bornes via en fait notre produit phare aujourd'hui, qui sont des robots autonomes pour recharger des véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on travaille main dans la main depuis déjà un peu plus d'1 an avec Lyon Parc Auto, qui est quand même une entreprise assez ancrée dans la région hein, et qui gère une quarantaine de parkings sur la région lyonnaise. Et nous avons déjà démarré une expérimentation il y a quelques mois avec eux sur le parking des Cordeliers. Donc, on a un robot chargeur qui délivre un service de recharge aux utilisateurs de ce parking. Donc, nous pouvons déjà tester, rencontrer votre innovation à Lyon. Exactement. Et bientôt ailleurs. Et bien sûr, oui. Nous l'espérons. Nous, pour Mob Énergie, c'est dans les tuyaux. Alors, en 2 mots, pour passer ensuite au sujet qui nous intéresse ce matin, peut-être connaissez-vous en partie l'INPI, donc je propose de me présenter à mon tour. Donc, Céline Metvet, je suis ingénieure et je travaille à l'Institut national de la propriété industrielle, que vous connaissez certainement. Donc, c'est l'Office français en fait de propriété industrielle, des brevets, des marques, comme il en existe dans chaque pays du monde ou presque. Il existe également des offices parfois régionaux, comme vous connaissez peut-être l'Office européen des brevets ou celui des marques, le IPO. Et puis, une organisation internationale qui émane en fait de l'ONU et qui est l'OMPI, basée à Genève. Mais au niveau national, donc l'INPI
a pour mission, celle que vous connaissez certainement, de délivrer des titres de propriété industrielle, soit les brevets, les marques, les dessins et modèles, et plus récemment les indications géographiques qui ne sont pas agricoles, mais qui concernent des produits artisanaux. Dans notre région, nous avons les pierres marbrières de Rhône-Alpes, par exemple. À un niveau international, nous avons en charge aussi d'adapter le droit de la propriété industrielle en France et parfois à l'étranger également, de renforcer l'influence de la France. Et nous avons un rôle très important au niveau de la lutte anti-contrefaçon. Et puis pour revenir à ce qui nous concerne et vous concerne directement, une mission d'information, donc à travers notamment la publication des bases de données de propriété industrielle qui sont publiques, des bases de données de brevets, de marques, de dessins et modèles qui sont à consultation gratuite, et la base de données des entreprises également avec les formalités de la vie de l'entreprise qui sont également tenues à jour et rendues disponibles par l'INPI. En région, notre mission, c'est d'accueillir, d'accompagner, de former le public, notamment vous, petites, moyennes entreprises, start-up, même jusqu'à peut-être des entreprises de taille intermédiaire, aux enjeux de la propriété intellectuelle et vous aider finalement à vous emparer de certains outils en fonction de vos objectifs, de votre situation, ceux qui peuvent vous aider à vous développer, à innover et à vous développer à l'international. Donc, c'est notre fonction en région. Voilà, sur un plan international, nous travaillons avec des collègues qui sont implantés dans 10 régions du monde, qui peuvent vous aider à faire un premier point d'information sur les droits sur place, peut-être en complément de ce que vous avez déjà, et puis à éventuellement aussi intervenir auprès soit d'autres administrations, soit des offices de propriété industrielle sur place, des conseils également, et je n'espère pas pour vous, mais sinon vous aider également dans le cas de contrefaçon dans ces zones-là. Et tout simplement en région, nous commençons par un rendez-vous, on fait un point, on dégage des pistes d'action qui sont personnalisées par rapport à votre situation, vos ambitions, le contexte. Et puis ensuite, en fonction des besoins, on peut mettre en place un dispositif d'accompagnement plus ou moins long et pointu en fonction de vos besoins, de votre maturité sur le sujet. Voilà, bon, très rapidement, ce que je peux vous dire sur l'accompagnement. N'hésitez pas à consulter aussi sur notre site internet des ressources qui sont accessibles gratuitement. Hein, vous avez des fiches sur justement la propriété intellectuelle dans certains pays du monde. Vous avez des fiches sur la fiscalité. Vous avez un livre blanc qui est très pratique avec des fiches sous forme de tableau. Dans le domaine juridique, je dirais que le format tableau est quand même un sacré challenge et peut vous être très, très, très accessible très rapidement. Vous avez des présentations des jalons de propriété intellectuelle en parallèle de votre projet d'innovation avec du vocabulaire comme des niveaux de TRL, de maturité. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez pratique. N'hésitez pas à des exemples de contrats également à consulter et sinon surtout à revenir vers moi, je vous aiderai avec plaisir à naviguer et retrouver ces documents. Donc, je ne voulais pas être très longue sur notre présentation, mais encore une fois, comme l'a dit Walter, n'hésitez pas ensuite à réagir et nous poser des questions. Au menu ce matin, alors il n'est pas encore l'heure de déjeuner, donc peut-être en mise en bouche, nous vous proposons d'abord de voir un petit peu finalement pourquoi il me semble important que vous vous préoccupiez de la propriété intellectuelle, à quoi elle peut servir. En deuxième partie, nous verrons comment on peut s'en servir, quels sont les outils qui sont dans cette boîte à outils propriété intellectuelle. Et puis en troisième partie, nous essayons de dégager quelques réflexes et bonnes pratiques pour que vous puissiez partir de cette fin de matinée avec des pistes d'action assez concrètes. Et évidemment, je m'appuierai sur l'éclairage et le témoignage d'Ilyes Adout qui vous dira aussi comment, pour une petite entreprise qui est jeune, comme Mob Energy, mais qui a tout d'une grande déjà et qui est sur une belle dynamique, s'est emparé de certains de ces outils. Comment est-ce qu'il voit les choses? Alors, pourquoi utiliser la propriété intellectuelle? Finalement, à quoi elle sert? Je schématiserai de cette façon-là les apports que vous pouvez y trouver en fonction
des moments de la vie de votre entreprise et en fonction de votre stratégie. Finalement, un premier aspect économique, ça paraît évident, une stratégie d'innovation efficace, elle vous permet d'augmenter le chiffre d'affaires, de gagner des parts de marché et en fait de bénéficier d'un réel avantage concurrentiel, se positionner en leader. Donc ça veut dire finalement une création de flux économiques, soit parce que vous, fonctionnez avec des revenus de licence sur vos droits de propriété intellectuelle, soit parce que vous les exploitez en direct et vous avez des marges suffisantes pour pouvoir finalement revenir sur vos investissements d'innovation. Et puis, un pouvoir également d'attraction des investisseurs qui est aussi dans cet aspect économique, et puis, de création d'emplois conséquentes finalement, au fait que vous pouvez suffisamment bien valoriser, votre innovation. Elle revêt également un caractère patrimonial puisque, vous le savez, à travers le portefeuille de titres de propriété industrielle, l'entreprise enrichit son capital immatériel, hein. Ce sont des titres qui rentrent à l'actif de l'entreprise et finalement, collectivement, tous les titres qui sont déposés, à l'INPI ou dans d'autres offices, à l'étranger font partie, de votre patrimoine en tant qu'entreprise et puis bien sûr, plus largement le patrimoine de l'État français si on veut raisonner plus largement. Sur le plan sociétal, je dirais que la propriété intellectuelle vous apporte aussi certains leviers, notamment au sein de l'entreprise, peut-être de management, de motivation, de reconnaissance à travers les droits concédés, la reconnaissance accordée au statut d'auteur, d'inventeur. Et puis, effectivement, par le compromis qui est prévu dans le droit de la propriété intellectuelle entre un monopole d'exploitation pour celui qui en fait la demande de marque, de brevet, et une publication en contrepartie pour le reste du monde, finalement, eh bien, on a des droits de propriété industrielle qui peuvent servir de source d'inspiration également, puisqu'ils sont consultables dans les bases de données. Les concurrents vont peut-être chercher à contourner, donc s'en inspirer pour trouver d'autres solutions techniques et contourner votre protection. Et puis, lorsque si l'invention, par exemple, est libre de droit et tombée dans le domaine public, eh bien, ce sera une inspiration qui pourra profiter à tous. Et enfin, je terminerai par la valeur d'image, puisque finalement, valoriser les créations, ces innovations, c'est décupler sa crédibilité auprès de ses concurrents, mais aussi de ses clients, de ses partenaires et de ses investisseurs, je l'ai déjà dit. Finalement, c'est donner une image dynamique pour les clients. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut brosser comme paysage complet. Et je terminerai par un aspect qui me paraît important aussi, c'est un passeport pour l'international. Vous avez un monopole d'exploitation qui vous permet d'exploiter de manière sereine et sécurisée vos innovations, d'avoir des arguments pour négocier et vous vous appuyez sur un socle de critères qui sont harmonisés, hein. Les droits de propriété industrielle peuvent paraître un petit peu comme ça compliqués dans leur formalisation, mais c'est aussi un avantage puisque vous avez une grille de lecture qui est largement partagée dans le monde. Donc voilà, très rapidement ce que je peux dire déjà en introduction sur pourquoi je pense que il faut vous poser la question des droits de propriété intellectuelle pour votre projet. Et je propose de passer la parole à Ilias Hadoud pour voilà, voir un peu comment pour Mob Energy ça a pu se mettre en place et apporter quelque chose selon vous. Alors, chez Mob Energy, la protection intellectuelle a toujours été un sujet depuis la création en fait de l'entreprise. D'une part déjà pour protéger en fait une innovation, une ou plusieurs innovations. Donc le robot aujourd'hui dans sa version actuelle, c'est quand même déjà une troisième version, en tout cas des différents produits qui ont été développés par Mob Energy. Certains produits ont été développés, mais aujourd'hui ne sont pas exploités. Et la protection de ces innovations-là nous permet en tout cas de nous garantir effectivement une liberté d'exploitation, mais au-delà de ça, même une exclusivité en fait de l'exploitation de ces innovations-là, même si ça ne se fait pas aujourd'hui à l'instant T, pour des questions de marché, pour des questions de ressources, etc.
C'est aussi pour protéger une image esthétique ou alors une image liée à un usage, vraiment un design. Là, on va retrouver le design extérieur du robot. Ça peut aussi être le cas pour d'autres objets. Un produit en soi pour le grand public est souvent reconnu via en fait son aspect extérieur et pas uniquement via ses fonctionnalités. Si on prend un robot, aspirateur, si on prend un iPhone, c'est le genre d'objet en fait qu'on va vite reconnaître et donc protéger justement le design au final de son innovation, c'est important pour limiter en fait le risque de contrefaçon. Mais ça permet aussi donc via le dépôt de dessins et de modèles de protéger en fait des usages. Dans notre cas, par exemple, on a un module de connexion qui fait l'interface un peu entre le véhicule et le robot, qui est au final le seul objet avec lequel l'utilisateur du service va interagir. L'utilisateur du service ne va jamais interagir directement avec le robot. Donc cet objet-là, ce module de connexion, il a beau être très simple, techniquement parlant, son design a été pensé parce que son usage est très important en fait pour l'acceptabilité de la solution. Et donc cet usage-là, on le protège aussi via des dépôts de dessins et de modèles. Pour redonner encore un exemple assez connu, je pense qu'on a tous connu les commandes un peu tactiles sur des iPods avec une sorte de cercle comme ça tactile. C'est quelque chose qui permettait, en tout cas Apple, de se différencier par rapport à d'autres concurrents. Ça permet aussi de valoriser l'innovation et l'entreprise, et vous faites bien d'en parler. Lorsqu'on entame un processus de levée de fonds, c'est quelque chose qui est regardé de très près. À quel point ces innovations-là sont valorisées et à quel point elles sont protégées. Parce qu'en fait, ça permet à un investisseur de s'assurer que déjà qu'il y a une réelle valeur dans l'entreprise. Bien sûr, les brevets ne sont pas la seule valeur, mais de se dire que ce qui a été développé, ça n'a pas été du développement inutile. On n'a pas cherché à recréer la roue. Il y a vraiment des choses qui ont été développées qui sont innovantes et qui sont spécifiques au cas d'usage de Bob Energy. Ça d'une part, mais aussi de s'assurer une certaine pérennité de l'innovation. C'est-à-dire que ce qui a été développé n'est peut-être pas le plus adapté à l'instant T au marché, mais quelque chose qu'on pourra exploiter en fait dans la durée et qu'on ne risque pas d'être bloqué par un futur concurrent. C'est quelque chose qui peut être assez perturbant en soi, parce que tout ce qu'on développe en interne ne se retranscrit pas toujours en brevet. Donc, évidemment, ce n'est pas la seule manière de valoriser l'innovation, mais c'est une manière qui est très regardée, en tout cas par les investisseurs, et qui permet effectivement d'accroître aussi la valeur de l'entreprise. De l'autre côté aussi, donc on a quelques concurrents dans le monde, et heureusement que les bases de données de brevets sont librement consultables, parce que ça permet de s'inspirer, effectivement, mais ça permet aussi de mieux formuler son brevet, de mieux cibler en fait l'aspect à protéger en regardant en fait les caractères différenciants des concurrents. Donc ça a été quelque chose qui en fait qui a été assez dimensionnant en fait, parce que ça nous a donné aussi certains axes stratégiques dans notre stratégie de développement, en se disant en fait le ou les caractères différenciants de notre innovation via nos concurrents, en fait, c'est tel aspect et tel aspect. Et donc, ces aspects-là, en fait, doivent être, en tout cas, leur développement doit encore continuer. Et il faut aller encore plus loin là-dessus. Et c'est peut-être là où se situe, en fait, la valeur de l'innovation. La valeur de l'innovation ne se situe pas là toujours où on pense qu'elle est. Ça permet aussi de se rendre compte que notre innovation, ou une partie en tout cas de notre innovation, peut être utile dans d'autres domaines autres que ceux qu'on a pensés. Quand on développe un robot, c'est plusieurs sous-systèmes. Il y a des sous-systèmes qui peuvent être appliqués à d'autres domaines au-delà de la recharge mobile, qui peuvent être appliqués au transport de marchandises, à de la logistique industrielle, dans le monde agricole. Et c'est en regardant un peu ce qui se fait à droite à gauche qu'on se dit, OK, en fait, il y a de la valeur là-dessus, et le développement de ce sous-système-là ou de cette innovation-là
ne doit pas être trop spécifique non plus par rapport à notre cas d'usage, mais il faut peut-être aussi ouvrir un peu son champ de vision et élargir le champ de développement. Alors, je crois qu'il y a peut-être un petit problème Ah, des connexions avec Céline. Je vois l'image qui est figée. ça y est, je t'entends, Walter. Ok. Alors, bon, je te laisse continuer. Il y a un petit juste, on peut dire, l'image est fixe de la caméra. Chez moi Euh, ou chez Mob mais non, Energy? c'est chez toi, en fait. Ilias, on le voit bien, on l'entend bien, hein. D'ailleurs, c'était une D'accord, présentation plutôt claire et structurée de ce qu'il d'accord, voulait mettre en valeur au niveau de la propriété industrielle. d'accord. Et je te laisse peut-être réessayer pour la vidéo. Je n'ai pas la main sur ma webcam. Oui, Ok. ok. Oh, c'est revenu. Si. Alors, je te laisse Super. peut-être rebondir sur ce qu'Ilias Oui, a présenté. oui, c'est super, tout à fait intéressant en fait. Vous voyez ce que disait, ce que vous dites, Ilias, c'est l'idée d'avoir utilisé la palette des outils de propriété intellectuelle et non pas seulement le brevet, mais aussi vous avez voulu finalement protéger et valoriser tous les efforts que vous avez fournis pour comprendre les usages et vous êtes intéressé à ce qui pouvait incarner et finalement valoriser cet effort de travail et d'intérêt aux clients que vous avez fourni, notamment par le dépôt de dessins modèles, ce qui me paraît très intéressant et qui fait le lien avec ce que on voulait vous dire ce matin aussi. C'est la boîte à outils finalement que représente la propriété intellectuelle. Alors, la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits qui sont consignés dans un code de la propriété intellectuelle, mais finalement, c'est ni plus ni moins qu'une grosse caisse à outils, certes juridique, mais avec des outils que vous pouvez sélectionner et dans lesquels la boîte dans laquelle vous pouvez piocher pour, comme ça, protéger votre innovation dans ses différents aspects. On parle souvent des coûts, mais finalement, le coût, il est à mettre en regard de l'investissement que vous avez déjà réalisé sur l'innovation, du temps que vous avez passé à vous intéresser aux besoins, au marché, aux clients, à leurs problématiques et justement l'usage, la solution, la différenciation par rapport à vos clients. Et une fois que vous avez fait cette analyse, et que vous avez aussi pris conscience, puisqu'on on pourrait entrer dans le détail quand on se reverra peut-être, les droits de propriété intellectuelle, c'est surtout une question de délai. Et c'est un calendrier à connaître. Et qui dit délai dit du temps. Donc du temps, finalement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est de l'argent. C'est du temps pour affiner la stratégie de développement ou du déploiement commercial. C'est du temps pour provisionner les dépenses, du temps pour trouver des partenaires et des financements. Donc vous pouvez ainsi voilà, jongler avec les différents outils et sélectionner ceux qui peuvent vous aider à avancer. Et je trouve que l'utilisation de Mob Energy est une belle illustration. Oui, il y a une question peut-être. Voilà, juste Céline, voilà, pour effectivement rebondir sur ce que tu viens de dire et concernant cette notion de temps, on a une question donc de Marion qui se pose la question à quelle étape du projet on préconise de protéger l'innovation, idéation, maturation ou autre. Alors, quelles sont un peu les étapes et quelles sont surtout en termes de temps la chronologie un petit peu en termes de dépôt pour se protéger? Très bonne question. Effectivement, c'est justement ce qu'on va voir juste après, les différents outils et à quel moment vous pouvez passer à quelle étape. Et puis, finalement, Ilias pourra donner son expérience. Les premières étapes sont celles de datation. Au début, il faut vraiment gérer votre communication et vos contraintes de divulgation éventuelle. Donc, vous ménagez des preuves
sur des contenus qui seraient les vôtres. Et ensuite, finalement, maîtriser le calendrier et les cibles de la communication sur des éléments de votre innovation lorsque vous êtes contraint de donner. Les droits de propriété industrielle et intellectuelle vous donnent les moyens de sécuriser alors même que vous avez besoin de communiquer et donc de communiquer en parallèle. On va voir ça juste après. Ok. En fonction des stades et de ce dont on parle, hein, vous allez avoir différentes choses à faire, dater vos développements logiciels, par exemple, bien garder le secret et ensuite étudier la possibilité de déposer un brevet. Pour la marque, vous allez être plus proche du déploiement commercial, mais si c'est sur un service, le temps est beaucoup plus court que sur la mise au point d'un produit qui fait appel à qui fait écho à une rupture technologique, par exemple, qui demande des années de développement, enfin de recherche, de développement, de preuve de concept, etc. C'est tout à fait différent. Donc, vous avez besoin, pour un service, d'une marque beaucoup plus tôt, par exemple. Je vous propose, pour commencer, peut-être de participer et de vous demander votre avis. Donc, on va vous envoyer des questions et vous répondez par oui ou par non sur votre perception de la brevetabilité de ces innovations qui sont proposées. Alors normalement, vous devez effectivement voir apparaître le premier sondage. Je vous laisse un peu de temps pour y répondre. Et du coup, on Alors, lorsque répondra vous effectivement aux avez questions. Voilà, une première. question, voilà, Ouais. et les suivantes qui arrivent après. Voilà, dernière réponse. Donc c'est bon. Donc pour la première question, donc on a une première réponse à 48% de oui et à 39% de non et 13% qui ne savent pas. On va passer à la suivante. Le public est donc partagé sur cette première question. Très partagé. Ouais. On verra tout à l'heure un peu le résultat justement par rapport à ça. Alors on va fermer le premier. Hop. Alors je partage. Hop. Alors, une deuxième question par rapport au même sujet que je vous propose de partager. La deuxième question concernait un logiciel de navigation pour piloter un aspirateur robot. L'histoire ne dit pas s'il aspire bien. Bon, là, S'il aspire, s'il fait la distinction entre les poussières et les Playmobil. Bien sûr, là n'était pas la question. les réponses du coup sont plus tranchées que tout à l'heure, puisque pour l'instant on est à 69% de brevetables et 26% de non brevetables, et 6% qui ne savent pas. Donc, je ferme. D'accord. Je note qu'il est sain de reconnaître parfois qu'on ne le sait pas. Exactement. Une troisième question pour continuer un peu sur notre lancée. Mais en même temps, il n'y a c'est- pas de je précise aussi qu'il n'y a pas de conséquences sur
les réponses et la bonne ou mauvaise Non, réponse. c'est ça, vous Nous n'aurez pas de n'avons mot pas de fin. prévu de lot à gagner si vous avez les bonnes réponses, ni Si, les mauvaises peut-être réponses ne sont pas. un accompagnement peut-être par l'agence ou par l'INPI, tout simplement. Oui, ce serait pertinent. Mais en même temps, on a le droit de se tromper. C'est le moment. Vous êtes dans un webinaire de formation, d'information. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et jouer. Alors sur cette troisième question, on attend voilà, encore les dernières réponses. Bon, globalement, là aussi, très tranché, puisque à 77%, 74% maintenant, on dit que c'est non brevetable, et donc 19% brevetable, et Un toujours logiciel 6%. de réservation de voyage en ligne en fonction, Hmm. qui trie les informations par catégorie de tarifs. Ça nous fait penser à des choses par ailleurs. Mhm. Donc on ferme, on répondra effectivement dans un petit moment. Et Je... dernière question, Voilà, dernière on va question. partir du côté des réseaux sociaux Allez, c'est parti. et la mise en relation, qui est intéressante en ce moment où nous sommes contraints de ne pas trop nous regrouper, d'éviter de nous regrouper. C'est partagé. Là aussi, les choses sont pas très claires, hein, en tout cas en termes d'avis, puisque Oui, donc parce on que est il y a effectivement un nombre très élevé de critères pris en compte dans cette mise en relation. Et c'est un exercice qui peut être assez compliqué, la pertinence de l'identification des partenaires. donc là aussi, c'est assez partagé. Donc 47% disent que c'est brevetable et 38% disent que c'est non brevetable et 15%, donc un peu plus que tout à l'heure, personnes qui ne savent pas. Voilà. Ok, bravo pour votre participation à ce jeu. Je vous propose de vous dire quelques mots sur les différents outils de la propriété intellectuelle, puisque c'est quand même de ça qu'on parle aujourd'hui. Et puis, j'espère Oui, répondre aux questions et on verra oui. si vous avez encore des questions à l'issue. Alors juste pour, voilà, pour continuer effectivement un peu sur les questions de tout à l'heure, on parlait de temps. On a une question de Nicole qui parle de temps justement pour réaliser le dépôt de dossier. Alors, on imagine bien que ça dépend effectivement des dossiers, qu'il n'y a pas forcément des dossiers identiques, mais en moyenne, en règle générale, combien de temps ça prend pour réaliser le dépôt de dossier? Alors, effectivement, il y a une première réponse qui serait ça dépend, comme tu le dis, Roger, mais j'imagine qu'elle est peu satisfaisante pour l'autrice de la question. Alors, effectivement, entre un brevet ou une marque, on n'est pas sur des temps de préparation identiques, puisque le projet, enfin, le contenu de ce que l'on va protéger, l'aspect de l'innovation n'est pas le même, hein. Quand on veut voilà, déposer une marque, on va devoir décider, et c'est une stratégie, ça demande réflexion si on dépose le logo ou le nom, mais on n'est pas sur la même ampleur de projet que d'écrire une invention qui a demandé 3 ans de plus de R&D. Donc si je réponds, puisque là on était sur des questions dans le quiz sur le brevet, plutôt du côté du brevet, vous avez une première étape, comme l'a indiqué Elias, de recherche dans les bases de données, de ce que font les concurrents, de ce qui est déjà protégé, une analyse de ce que vous avez le droit de faire et pas, de ce que vous pourriez envisager de breveter. Et ensuite, la rédaction du texte qui va faire l'objet d'une demande de brevet. Qu'il faut soigner, puisqu'effectivement, c'est là-dessus que va se baser votre demande de protection par le brevet en France, puis ensuite à l'étranger. Donc, vous partez
pour plusieurs années sur ce texte. Donc, au début, il faut le soigner. Une partie est modifiable au cours de la procédure, ce sont les revendications, mais le réservoir de départ est donné. Et ça, c'est un travail qui est fait avec l'aide d'un conseil en propriété industrielle, mention brevet. Donc, c'est quelqu'un de technique, hein, d'ingénieur, docteur, qui ensuite est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour vous accompagner là-dessus. Comme je dis souvent, vous n'avez pas obligation de passer par un conseil, mais vous pouvez le faire vous-même, mais le risque, c'est peut-être de vous croire avoir une protection, un parapluie, mais si le parapluie est troué, le jour où vous avez besoin d'activer votre protection et de dépluyer votre parapluie, qu'il pleut et qu'il y a des trous, vous allez tomber, vous allez être un petit peu déçu. Peut-être Ilias peut compléter sur le temps. Si vous êtes pressé parce que vous avez une divulgation, vous avez un contrat, enfin vous avez voilà, vous devez tester votre produit, il va falloir déposer rapidement. Ça peut se faire, je sais pas moi, en un mois par exemple. Mais pour le faire bien et comme disait Ilias, réfléchir au périmètre et à pourquoi on veut un brevet, qu'est-ce qu'on devrait mettre dedans, c'est un peu plus de temps, de préparation de votre côté, d'échange avec votre conseil en propriété industrielle. Et ça peut être sur plusieurs mois, des allers-retours. Peut-être, Ilias, vous avez une expérience, combien vous Oui, diriez oui, la parce qu'on préparation d'un a eu le dossier de cas. brevet, si c'est ça la question? Ça peut aller de 6 mois à 1 mois, en fait. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Le plus compliqué, c'est jamais le texte du brevet. Enfin, c'est le texte du brevet en soi est compliqué, mais c'est une complexité technique, dans le sens où, une fois qu'on se fait accompagner là-dessus par un conseiller, ça va assez vite, généralement. Par contre, ce qui prend, à mon avis, hein, le plus de temps, c'est à la fois l'identification en fait de l'art intérieur, qui peut être très large et pas toujours évident à identifier d'une part, et d'autre part définir la stratégie. C'est bien de breveter des choses, mais c'est dommage de les breveter et derrière que ça soit mal fait et que ça, au contraire, que ça devienne au final de l'art antérieur qui va nous bloquer pour déposer nous-mêmes d'autres brevets sur d'autres innovations. Donc faut vraiment réfléchir à la stratégie en amont. Au démarrage d'une société, c'est pas forcément très compliqué. Ça peut encore une fois aller assez vite et on a par exemple dans notre cas déjà dû repousser des échéances commerciales parce que c'était pas protégé. Il y a une priorisation aussi à faire à ce niveau-là. Après, il y a aussi d'autres manières pour temporiser, dans le sens où si vous devez absolument communiquer des informations à titre commercial ou à titre de prospection, rien ne vous empêche derrière de vous protéger en faisant en sorte que l'information que vous avez divulguée ne soit pas publique, c'est-à-dire en signant des accords de confidentialité, en signant des accords de non-concurrence, etc. Pour, voilà, pour vous assurer en tout cas que ce qui n'est pas encore breveté, bah, vous pouvez en parler, bien sûr dans un périmètre restreint, sous une certaine forme, uniquement avec certaines personnes, mais ne pas en tout cas bloquer l'aspect, enfin le développement commercial de l'entreprise. Mais par contre, une fois que ça sort, ça sort. Il n'y a plus de marche arrière. Donc des fois, mieux vaut prendre 1 mois ou 2 de retard sur un déploiement commercial et après être serein d'un point de vue pays que vouloir gagner absolument ces quelques jours, ces quelques semaines. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet, peut-être avec un exemple. Si vous voyez bien l'exemple qui est pris là. Donc c'est l'histoire de 3 étudiants de Stanford, je crois, hein, qui ont l'idée de créer un logiciel qui soit capable de reconnaître automatiquement les chansons. Ils demandent à l'époque à un spécialiste de l'acoustique de se pencher sur la question et ils en viennent à développer ce logiciel, puis qui deviendra une application. Au début, l'entreprise, je crois qu'elle a été créée en Grande-Bretagne parce que le marché européen était plus mature. Et c'est une entreprise dont vous avez pu lire dans la presse il y a quelques années maintenant qu'elle a été acquise par Apple en 2017-18, on va dire, le temps que la Commission européenne se prononce sur la question, pour 400 millions de dollars. Donc, ce qui est une des plus grosses transactions de la marque à la pomme. Donc, voilà l'histoire de Shazam. Sur cette illustration, vous voyez qu'il y a un ensemble de créations autour de cette application finalement.
À gauche, vous avez des composantes plutôt artistiques, créatives, et à droite, vous avez des composantes qui sont éligibles à un titre de propriété industrielle et donc qui sont soumises à un dépôt. C'est ce qu'on va voir là. Finalement, à travers ces différents aspects, différentes créations autour d'une innovation, vous avez différents droits de propriété intellectuelle qui peuvent se mettre en place. Certains, donc plutôt sur la gauche, protégeables par le droit d'auteur ou par le droit des producteurs des bases de données, n'imposent pas un dépôt. Le droit ne s'acquiert pas par une formalité de dépôt obligatoire. Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur du seul fait de la création. Il va concerner notamment le logiciel, des animations, des vidéos, des photos, la base de données, les musiques, donc la base de données par le droit du producteur de base de données. Le look and feel, l'apparence, peut être éventuellement protégé par le droit d'auteur aussi. Et puis, à droite, par contre, l'algorithme, le système d'identification, de reconnaissance des chansons, le nom Shazam, le logo, et puis éventuellement l'interface aussi utilisateur, le design de l'application peuvent, eux, être déposés donc dans l'ordre par des brevets, faire l'objet de dépôt, pardon, par des brevets, par des marques, par des dessins et modèles. Et ça, ce sont des droits qui imposent un dépôt auprès d'un office de propriété industrielle, donc l'INPI en France et ainsi de suite, obligatoire pour pouvoir prétendre à l'obtention de ces droits. Donc ça fait une différence importante dans ces deux côtés de la diapo. Donc un avantage côté droit d'auteur, il n'y a pas d'obligation de dépôt, mais la précaution qui est la conséquence de prévoir des preuves au cas où vous en ayez besoin sur le contenu et sur la paternité finalement de cette création. Et à l'inverse, au côté dépôt de titre de propriété industrielle, vous avez une date certaine et vous avez une demande d'enregistrement, de délivrance qui est formulée devant un office qui va donc instruire la procédure et ensuite décider ou pas de délivrer un brevet, d'enregistrer une marque. Voilà pour la présentation générale de cette boîte à outils. Première partie sur les marques, voilà les exemples des marques déposées par Shazam autour de cet univers-là. Une marque, qu'est-ce que c'est? C'est un signe associé à des produits et services. Un signe, c'est un enchaînement de caractères qui peuvent être des lettres, des chiffres, et ça peut être également un logo. Et de manière moins fréquente, ça peut être également un slogan, un jingle, et ainsi de suite. Associé, je disais, à des produits et services, parce qu'effectivement, vous allez réserver l'exploitation de ce signe sur un domaine donné et bien sûr sur un territoire donné pour une durée donnée. C'est toujours vrai pour chaque titre de propriété industrielle. La durée, c'est 10 ans renouvelable indéfiniment. Le territoire, c'est celui que vous choisissez. Une marque française vous protège en France, une marque de l'Union européenne sur les territoires de l'Union européenne, par exemple. Les produits et services, c'est le périmètre de votre protection. Vous avez par exemple Montblanc, qui est une marque de crème dessert et de stylo, parce qu'il est considéré qu'un consommateur d'attention moyenne ne peut pas confondre, ne risque pas de confondre des stylos et des crèmes dessert lorsqu'il est en train de choisir dans le rayon des yaourts d'une grande surface. Il n'est pas en train il ne peut pas confondre avec des stylos. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il est possible d'avoir ces deux marques et parce que le signe est associé à des produits et services. Pour bénéficier d'une marque, il faut qu'elle soit valable et donc qu'elle soit disponible, pas déjà réservée par d'autres pour les mêmes produits et services ou des produits et services similaires, qu'elle soit licite, qu'elle ne fasse pas l'apologie de produits interdits, par exemple, et qu'elle soit distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne décrive pas votre produit ou votre service. La désignation usuelle dans le domaine d'activité par les professionnels du secteur ne peut pas être monopolisée par le dépôt d'une marque par quelqu'un. Donc voilà, j'ai mis en illustration, vous voyez là des marques, par exemple, déposées par Mob Energy.
Je vous propose de balayer un petit peu les différents titres, comme ça après on pourra répondre à des questions et puis surtout avoir le retour d'Ilyas Adoud pour savoir ce qu'ils ont utilisé dans cette boîte à outils. Les dessins et modèles sont, eux, une protection qui concerne l'apparence de produits en tout ou partie, le design de vos produits, mais dans le design au sens esthétique. Donc, des contours, des formes, éventuellement des textures, éventuellement aussi quelque chose qui peut être repris sous forme de logo, qui sont déposés pour 5 ans, renouvelables jusqu'à 25 ans. Et même chose pour un territoire donné, donc un dessin et modèle peut être français, européen, américain, par exemple. Les dessins et modèles peuvent se cumuler avec une protection par le droit d'auteur. Et là, le droit d'auteur fait partie du droit qui va concerner, c'est le droit pardon, qui va concerner un ensemble de créations qu'on appelle des créations du domaine littéraire et artistique, les musiques, les créations audiovisuelles, plastiques, graphiques, musicales, mais aussi les logiciels et différentes créations. Alors, les logiciels, c'est important parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. La condition est l'originalité. Donc, dans le domaine du logiciel, la jurisprudence l'a reformulé avec l'expression doivent montrer un effort personnalisé de création. Donc, les conditions pour bénéficier du droit d'auteur, c'est une mise en forme de la création. Donc, elle doit revêtir certains aspects qui peuvent être appréhendés par les tiers. Hein. Une idée en droit, on dit, est de libre parcours. On ne peut pas s'approprier une idée, mais par contre, sa mise en forme peut faire l'objet d'une protection. À condition que cette œuvre soit originale, donc elle témoigne de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, elle reflète un effort créatif. Et il n'y a pas d'obligation de dépôt, comme je l'ai déjà dit. Par contre, il faut pouvoir prouver la date de création et le fait que vous êtes titulaire des droits sur une œuvre. Donc, il est pertinent de vous ménager des preuves de vos droits, et notamment si vous pouvez après les exploiter. Le droit d'auteur est découpé en deux branches, hein, les droits moraux qui finalement renvoient plus spécifiquement à l'auteur, au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre, et puis des droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur, là ou à ses endroits, d'exploiter son œuvre et d'en faire quelque chose, notamment par le biais de contrats qui vont pouvoir autoriser la représentation, la reproduction, l'adaptation, éventuellement la traduction, l'installation sur des postes d'ordinateur, etc. pour les logiciels. Alors, à ce sujet, justement, Céline, on avait une question de tout à l'heure qui concernait donc la propriété. Est-ce que ça appartient forcément à une société ou est-ce que ça peut appartenir à une personne en particulier? Quelles sont les règles en matière de propriété intellectuelle? Alors, pour la propriété intellectuelle susceptible de protection par le droit d'auteur, il y a deux règles différentes. Si vous êtes dans le domaine des œuvres graphiques, audiovisuelles, photographiques, plastiques, etc., le droit appartient à l'auteur, personne physique, qui doit ensuite, si c'est une société qui exploite ses créations, céder ses droits à son employeur, par exemple, ou à une entreprise tout court, hein, puisqu'il peut être extérieur à l'entreprise, cet auteur, en vue de leur exploitation. Par exemple, pour en faire des photos pour être exploitées sur un site internet, par exemple, des photos qui vont être ensuite sur une plaquette commerciale, mais aussi la vidéo de promotion des services, ainsi de suite. Ça, ce sont des droits qu'il faut expressément céder à une société pour qu'elle les exploite. Il y a une règle différente en matière de logiciel, puisque là, on se rapproche plus finalement d'un fonctionnement dans l'industrie et notamment du monde du brevet. Lorsqu'un développeur est salarié d'une entreprise, ses droits
d'auteur en tant que sur le logiciel sont automatiquement cédés à l'employeur. Merci. Donc, nécessité de prouver la création, ce que je disais tout à l'heure, vous avez pour ça différents moyens à votre disposition. Il y a la cité également, le sujet de la datation et de la consignation de preuves. Vous avez le service d'enveloppe solo proposé par l'INPI qui est très célèbre en France. Hein. Il y a des dizaines de milliers d'enveloppes solo déposées chaque année. Historiquement, c'était une enveloppe papier, maintenant elle est numérique. C'est un procédé d'archivage, d'horodatage normé qui est utilisé. Donc pour 15 € et 15 mégas, puis ensuite vous pouvez rajouter des mégas, vous pouvez dater de manière certaine votre création avec un contenu qui est libre. Vous pouvez également dater auprès d'officiers ministériels et puis auprès d'agences d'auteurs spécialisées notamment dans le monde du logiciel, comme l'Association pour la protection des programmes, l'APP, qui fait souvent l'objet, qui récupère souvent les dépôts de vos logiciels, notamment à l'appui des contrats. C'est souvent une condition ou une demande de clients que les codes sources soient déposés à l'APP, par exemple. Il propose à l'appui également des services pour les titulaires des droits. Et ensuite, il faut organiser la cession des droits par contrat. On est dans une civilisation de l'écrit, donc effectivement, il faut prévoir des contrats qui organisent la cession des droits et qui vous confèrent, si vous êtes une entreprise exploitante de logiciels, d'œuvres créées par des tiers ou par des personnes physiques, eh bien, il faut pouvoir être sûr que vous êtes titulaire des droits et que vous pouvez exploiter sereinement les créations que vous utilisez, de manière ensuite finalement à manager le risque juridique en tant que chef d'entreprise. Céline, je Oui, t'invite à avancer un peu. On a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver, une plus intéressante de l'autre, mais le temps passe d'accord. et c'est dommage, je n'ai pas finalisé les contenus. Mais on Oui, bien cherchera sûr. à la fin peut-être de répondre à d'autres questions, bien sûr. Et si on n'y arrivera pas, on cherchera de toute façon la façon de contacter toutes les personnes auxquelles on a répondu afin d'y répondre. Hein. Je te laisse la Oui, parole pour avancer. merci Walter. J'accélère. Les logiciels sont protégeables, je l'ai dit, par le droit d'auteur sur la partie code source, code objet, matériel de conception préparatoire. Mais pour ce qui est des fonctionnalités et de l'algorithme, en général, les entreprises cherchent à obtenir une protection par brevet qui va pouvoir protéger plus largement non pas la forme, mais des fonctions techniques. Et ça, c'est possible sous réserve que le problème soit technique et la solution le soit aussi, c'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre des moyens techniques, des caractéristiques techniques, et bien sûr qu'elles répondent aux critères de brevetabilité qui sont la nouveauté et l'activité inventive. Donc, en réponse au questionnaire tout à l'heure, un logiciel de navigation qui pilote un aspirateur robot avec des capteurs de position, il y a un problème technique qui est de diriger, d'orienter un aspirateur robot, et il y a des données techniques qui sont des données de position qui sont manipulées. Donc, le sujet est brevetable. En revanche, un logiciel de réservation de voyage en ligne qui trie des informations par catégorie de tarifs n'est pas brevetable parce que le problème n'est pas technique. Le problème est une méthode commerciale finalement, un tri de données dans le domaine commercial, et c'est un résultat qui est visé et ça n'est pas un problème technique. Donc, dans le domaine du brevet, on a besoin d'un problème technique, on résout un problème technique. Comme l'a dit Ilias tout à l'heure, ce n'est pas forcément ce qu'on a imaginé au départ, mais à l'aide des recherches dans les bases de données, on identifie l'état de la technique, on regarde ce que font les concurrents et peut-être on arrive à reformuler le problème technique que nous résolvons, ce qui fait votre différence. On met au point une solution technique et c'est celle-là qui va pouvoir faire l'objet d'un brevet.
Dans l'exemple de Shazam, ils ont un brevet, y compris en Europe. Donc, on entend souvent dire, ouais, aux États-Unis, c'est pas pareil, etc. Il y a certaines différences, mais de plus en plus de convergence. En tout cas, aujourd'hui, il y a souvent des proximités dans les résultats des décisions des offices. Un brevet européen délivré de Shazam, par exemple, porte sur l'identification automatique de matériel répété dans des signaux audio, avec un système qui permet de créer une base de données, etc., un gestionnaire de candidats, un générateur d'empreintes, etc. Ça, c'est technique. La durée pour le brevet, c'est maximum 20 ans sous réserve de payer chaque année une redevance annuelle de protection, de maintien en vigueur de son brevet. Et je vous invite à vous intéresser à la question de la palette des outils et notamment des outils brevets, puisque la loi Pacte, toute récente, est entrée en vigueur progressivement et jusqu'à l'année dernière, mi-2020, l'introduction en France de la demande provisoire de brevet. Qui vous permet de déposer très facilement et à moindre coût un premier texte sans revendication, donc sans encore avoir finalement défini le périmètre du monopole et la façon de le présenter. Donc pour seulement la taxe de dépôt, c'est-à-dire 13 € si vous êtes une petite entreprise ou une personne physique, à taux réduit de 50%. Et ensuite, ça vous laisse 12 mois pour transformer votre demande provisoire en demande de brevet. Et vous obtenez ainsi une date certaine. Attention par contre, beaucoup de points de vigilance. Hein, vous avez un certain nombre de choses à manipuler avec précaution. C'est pour ça il faut en parler avec votre conseil. Vous avez aussi une nouveauté dans la loi Pacte, c'est la possibilité de déposer un certificat d'utilité, qui est une sorte de petit brevet, qui n'a pas de formalité de procédure de recherche, donc pas de taxe de recherche. Même chose, pour 13 € à taux réduit de 50%, vous avez déposé un certificat d'utilité et vous pouvez le transformer en brevet dans un certain délai également. Donc ça, ce sont des nouvelles souplesses qui ont été mises en place et qui vous permettent finalement d'utiliser les différents outils de la boîte à outils propriété industrielle et notamment partie brevet. Je passe la parole à Ilias parce que j'ai déjà beaucoup parlé pour les différents droits, outils qu'il a utilisés pour valoriser et développer Mob Energy. Alors, effectivement, chez Mob Energy, on a quand même utilisé une large palette d'outils possibles. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, on a le modèle, le dépôt de modèles et de dessins, notamment pour protéger donc tous les designs en fait de produits qui vont être exposés au public ou présentés à des clients. Donc, c'est pas parce qu'on présente à un client, si jamais on n'a pas signé d'accord de confidentialité et que derrière on lui envoie les slides et qu'il les garde, c'est comme si au final c'était public, on ne sait pas où est-ce que ça va finir. Il y a aussi tout l'aspect contrat de confidentialité. Donc on en parlait tout à l'heure, quand ça concerne des informations effectivement sensibles qui risquent du coup d'être brevetables, mais qu'il n'y a aucun brevet qui est déposé, ou alors il n'y a pas eu de vrais moyens de protection mis en place, mais qu'on doit les partager pour pouvoir avancer. Ça arrive souvent dans le cas par exemple de co-développement. Quand on doit faire du co-développement avec un partenaire technique, le partenaire technique doit nous aider effectivement à finaliser la solution, mais à un moment donné, il doit bien avoir accès à certaines informations et ces informations-là ne sont pas protégées. Donc, passer par un contrat de confidentialité, c'est quelque chose d'assez courant. Côté brevet, alors là, il y a et du hardware et du software. Donc, côté hardware, bon, c'est exactement ce que Céline expliquait, hein, c'est une innovation technologique qui répond à un problème. Dans notre cas, c'est le système entier Charles, mais aussi certains sous-systèmes. Côté software, on va retrouver quelques algorithmes, mais uniquement en fait des algorithmes. Donc ça, c'est un choix personnel un choix en tout cas propre à Mob Energy. Hein, c'est qu'on protège en fait par brevet uniquement des algorithmes dont on doit en fait, quoi qu'il arrive, exposer le fonctionnement pour des fins commerciales par exemple. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes pour expliquer, enfin en tout cas pour ordonnancer les commandes. C'est des algorithmes qui viennent effectivement solutionner un problème qui se base sur énormément de paramètres. Il y a eu un certain temps quand même de R&D dessus. Ces algorithmes-là, on est en fait obligé de dévoiler leur fonctionnement pour rassurer le client, mais aussi pour lui expliquer l'interaction qu'il y aura entre notre système à nous et tous les autres systèmes disponibles sur son parking. Donc ces algorithmes-là, en fait, on va chercher à les breveter,
quitte à du coup dévoiler ou en tout cas à exposer publiquement leur fonctionnement total ou partiel. Ensuite, on a certains algorithmes en fait qu'aujourd'hui on préfère garder en secret, comme ceux par exemple liés à la navigation ou à la perception ou au traitement d'image, dans le sens où il n'y a aucun intérêt à les dévoiler. Personne n'a besoin de savoir comment ça marche. Donc ça d'une part. Et d'autre part, en fait, c'est des algorithmes qui peuvent rapidement devenir très très complexes. Et plus un brevet est complexe et je dirais pas ambigu, mais complexe, plus il y a d'étapes dans un processus, plus il y a d'interactions et plus en fait ça devient entre guillemets facile à contourner. Donc c'est là où il faut mettre le curseur au bon endroit. Nous de notre côté, sur énormément d'algorithmes aujourd'hui, c'est encore en secret. Avec du coup nos collaborateurs, on a des contrats de cession de droits et des contrats de confidentialité. Mais voilà, c'est le choix en tout cas qu'on a fait. On trouve en tout cas du software très difficile à protéger via les brevets. Mais à un moment donné, si ces algorithmes-là devaient être exposés à un partenaire tierce, à ce moment-là, peut-être qu'on reverra notre choix et on déposera un brevet là-dessus. Ok, super illustration de la complémentarité de ces outils. Vous voyez que l'outil contractuel est toujours un petit peu en filigrane et en chef d'orchestre de l'exploitation de ces droits et que le secret est le revers de la médaille permanent du choix du brevet. Vous pouvez tout à fait combiner et je vous conseille, je n'ai pas le droit de vous conseiller, je vous recommande d'utiliser justement le secret et le brevet et de vous poser la question de, comme le disait Elias, dans quelles circonstances j'aurais besoin de telle ou telle protection par rapport à mon environnement. En récapitulatif, voilà un petit peu les différents droits qu'on a balayés. La propriété littéraire artistique avec la famille des droits d'auteur et compagnie sans nécessité de dépôt, mais attention, prévoyez des preuves de date, organisez la confidentialité avec des contrats, etc. La propriété industrielle qui se dépose auprès de l'INPI et nos homologues à l'étranger, les brevets, les marques, les modèles, et les savoir-faire, tout ce qui n'est pas divulgué, tout ce que vous conservez secret, qui doit être quand même formalisé et secret que vous devez organiser et protéger malgré tout. On dit parfois la propriété intellectuelle, ça coûte cher. Attention, un secret bien gardé, ça peut coûter très cher aussi. C'est une organisation à mettre en place, c'est une sensibilisation des salariés à mettre en place, c'est une stratégie à définir et ce sont une organisation de contrat qu'il faut prévoir. Bien fait, ça n'est pas non plus à 0 €. Voilà pour les réflexes et les bonnes pratiques. Utilisez l'API très tôt dans le processus de création. Vous avez les bases de données de propriété industrielle. On en a parlé, Ilias a dit, comme c'était intéressant, important de consulter les brevets des autres pour savoir un petit peu mettre au point votre propre stratégie, identifier davantage ce qui fait votre différence au-delà de celle du marché. Vérifier la titularité de vos droits par rapport aux salariés, aux stagiaires, aux doctorants, aux sous-traitants, aux partenaires. Qu'est-ce qui a été prévu, contractualisé, cédé, pas cédé? Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de la matière que vous avez maintenant dans les mains? Formaliser, dater vos créations, notamment par le biais de l'enveloppe solo. Et ensuite, passer en parallèle, préserver la confidentialité tout au long de vos développements, et maîtriser la communication et déposer des titres de propriété industrielle lorsque vous devez communiquer et exploiter plus largement vos innovations. Une petite parenthèse pour vous donner un peu de hauteur de vue. Le monde des brevets, c'est quand même pas que la France, largement pas. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le domaine informatique, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, il y a beaucoup de brevets. C'est les deuxième et troisième secteurs qui déposent la communication, les télécoms et l'informatique à l'Office européen des brevets. La France est cinquième dans ce domaine-là.
Et finalement, il y a beaucoup de brevets dans ce domaine-là, il y a beaucoup de brevets tout court. Donc, quand vous allez dans les bases de brevets, il y a plus de 100 millions de documents. Comment est-ce qu'on fait pour y voir clair là-dedans? Il existe des outils qui s'appellent la cartographie, où là, vous pouvez représenter. C'est un service qu'a développé l'INPI et qu'il est proposé aux petites entreprises jusqu'à 5000 personnes, de représenter jusqu'à 60 000 familles de brevets. Donc, c'est voir ce qu'on ne peut pas voir autrement, cartographier le positionnement d'acteurs, les tendances du secteur dans un domaine donné par une représentation graphique de l'intensité de brevets. Plus il y a des montagnes, plus il y a du monde qui a déposé des choses. Et là, cet exemple, c'est sur l'intelligence artificielle. Vous avez en rouge les dépôts d'origine américaine et en vert les dépôts d'origine chinoise, ou l'inverse, je suis plus très sûre. Voilà, pour vous dire qu'on peut représenter de manière graphique plein de choses et mettre en lumière des éléments qui peuvent orienter votre stratégie de R&D ou votre stratégie commerciale. Pour vous accompagner, l'INPI vous propose un ensemble de services, de rendez-vous, de rendez-vous multiples, voire de cofinancement de prestations qui peuvent vous aider à passer à l'action et à y voir plus clair, vous orienter vers des partenaires, parce qu'évidemment, tout ce travail, on ne le fait pas seul, on le fait avec tout le réseau de l'innovation, on le fait avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on le fait avec les consulaires, Business France, la Team France Export, BPI France. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est fait en coordination finalement avec le monde de l'innovation en France et même chose à l'étranger. On peut vous aider à aller plus loin, donc venez nous solliciter. Le programme Startup, c'est des recommandations adaptées, distillées dans le temps. Le pré-diagnostic, c'est un tour d'horizon de vos besoins, des recommandations, c'est entièrement offert par l'INPI. Le passe-pays, on cofinance une prestation par un conseil, par un avocat à hauteur de 50%. La masterclass, c'est pour ceux qui ont déjà fait des choses, qui veulent professionnaliser, enfin optimiser leur stratégie de développement. C'est sous l'angle de la formation. Donc, vous montez en compétences, vous embarquez des équipes avec vous. Et la cartographie, je viens de vous en parler. Je vous propose les astuces de Mob Énergie, puisque c'était les miennes juste avant, de manière plus générale. Ilias, vous avez des recommandations, datation notamment, régulières? Alors, effectivement, les enveloppes datées ou les enveloppes solo, on nous a toujours dit, et c'est le cas, hein, que ce n'est pas une protection suffisante. C'est vraiment ça ne confère pas l'exclusivité d'exploitation, mais ça permet de conserver sa liberté d'exploitation. Donc, c'est pas forcément une protection qui est très forte, mais c'est pas très compliqué à déposer. Ça coûte pas grand-chose. Le format est plutôt libre, mais après, bon, faut quand même mettre toutes les infos qu'il faut. Mais voilà, le dépôt d'enveloppe, en tout cas, on le fait régulièrement. Ça peut être une fois par mois, ça peut être 2 fois par mois. L'idée, c'est de garder toujours en tête ce process de protection et puis se dire que bon, il y a peut-être des choses qui ne seront jamais brevetées, mais au moins on s'accorde sur le territoire français une liberté d'exploitation. Ensuite, ne pas divulguer d'innovation brevetable avant de la breveter, ça paraît évident, mais on a généralement, en fait, même très souvent, en fait, des contraintes par rapport à des dates de communication ou des dates commerciales. Malheureusement, il faut savoir temporiser là-dessus et protéger avant de divulguer. On a eu aussi un cas sur la même innovation, on avait à la fois un dépôt de brevet et aussi un dépôt de modèle. C'est important de faire les choses dans le bon ordre et surtout de se faire conseiller là-dessus et que votre conseiller soit au courant, dans le sens où quand on a plusieurs dépôts et surtout des dépôts de plusieurs types qui peuvent être, en tout cas qui concernent la même innovation ou le même objet ou le même concept, il faut faire attention à pas s'auto-antérioriser et prévenir en fait son conseiller et décider ensemble d'une stratégie adaptée. Lire les brevets du domaine, on en a beaucoup parlé tout au long de la présentation, s'inspirer beaucoup de ce qui se fait, de ce que font nos concurrents, de ce que font d'autres personnes du domaine. C'est une source, c'est vraiment une mine d'or, que ce soit en termes de formulation, en termes d'idées et en termes de mieux cibler où se trouve la valeur.
parce qu'en soi, une R&D n'a de sens que quand en fait, elle se concentre sur là où elle a le plus de valeur, recréer des choses qui ont déjà été faites pour derrière ne pas pouvoir les protéger ni les exploiter, c'est assez inutile. Et encore une fois, donc par contre, voilà, c'est un peu le point qui suit. Quand on va lire, en fait, quand on va commencer à lire les brevets qui se font dans le domaine ou les brevets de concurrents, on peut être rebuté et se dire non mais de toute façon tout a déjà été fait, tout a déjà été protégé. C'est pas vrai. Une demande de brevet, ça reste une demande. Elle n'est pas acceptée. Et entre-temps, en fait, il y a plusieurs modifications de texte qui peuvent intervenir. Le texte peut être modifié, enrichi, des revendications qui peuvent disparaître entre-temps. Donc, il faut suivre justement. Alors, c'est pas parce qu'un concurrent a déposé un brevet qu'il faut nous ne pas le déposer. Bien sûr qu'il faut déposer pas exactement la même chose, mais il faut que ça soit quand même différent. Et surtout, il faut surveiller l'évolution de ce texte du concurrent parce que son texte va évoluer. À coup sûr, ça va évoluer, ça arrive très très souvent. Et surtout, quand on voit le texte du concurrent évoluer, eh ben, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on nous fasse des retours sur le nôtre aussi. Et c'est toujours mieux de préparer ça en avance de phase et pas se dire c'est bon, c'est déposé, c'est oublié. Mieux vaut pas être pris à court. Et encore une fois, quand ça concerne un brevet, il n'y a pas de problème. Mais plus on avance et moins on parle, moins on se focalise sur un brevet, mais plutôt sur la stratégie pays au global, qui devient en fait de plus. Est-ce que vous aurez pu observer dans l'évolution de la procédure de vos concurrents, par exemple, sera aussi autant d'arguments et d'aide à la réflexion sur la force de son brevet et en cas de frottement, par exemple, de discussion, parce que voilà, tout le monde ne va pas au tribunal tous les jours, évidemment pas. Mais par contre, dans une négociation, vous avez aussi des éléments sur ce qui a été objecté, et à quel prix et dans quelles conditions le titre la procédure a avancé et éventuellement le brevet a été obtenu. Vous avez des éléments pour finalement appuyer ou discuter par rapport à la pertinence de cette demande de brevet qui, par exemple, ne serait pas encore délivrée. Bien sûr. C'est intéressant de le savoir. Et un brevet, comme vous l'avez dit, c'est une bonne protection, ça n'a pas de prix. Donc, faut pas hésiter là-dessus. Le prix peut au début rebuter, mais il y a des aides qui existent. Mais en tout cas, il y a des aides qui existent, il y a des optimisations possibles. Il faut aussi savoir prioriser et pas dépenser tout son budget sur un brevet et ne pas pouvoir développer, ce serait dommage. Mais il faut pas faire l'économie en tout cas du dépôt. Ça serait une erreur. Ouais. Puis comme on disait, c'est jusqu'à 20 ans, mais rien ne vous oblige à garder un brevet 20 ans. Si vous permet de gagner du temps au début, d'accélérer un développement sur les premières années, c'est quelque chose qui se considère. Si vous êtes dans un domaine, encore une fois, on parlait de regarder, si vous êtes dans un domaine où d'autres déposent et que vous ne le faites pas, vous avez peut-être des bonnes raisons, mais posez-vous la question. Êtes-vous posé la question pour quelle raison vous n'avez pas de brevet? Qu'est-ce que vous allez dire quand vous serez invité à la table? Comme un jeu de cartes, hein, il y en a qui auront de l'atout, vous n'en avez pas. Comment est-ce que va se passer la discussion? Finalement, Elias l'a dit, hein, c'est comme un peu dans un jeu de plateau. Observer la stratégie des autres, c'est décider de la sienne au fur et à mesure également. Alors, on remercie Elias pour l'intervention. Je sais qu'il doit partir assez rapidement. Donc, merci Elias. C'était vraiment plaisir. très intéressant, c'était un plaisir. Et nous ne manquerons pas de vous solliciter sur d'autres sujets, peut-être, d'autres contextes. Merci encore. Sans aucun problème. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé et pour bravo. Merci. Alors, de toute façon, vous avez mes coordonnées, je serai joignable et n'hésitez pas pour une prochaine intervention, ça sera avec plaisir ou pour d'autres échanges. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Et Roger, il a bien dit, hein, on a reçu beaucoup de questions. C'est plus possible puisque le sujet était passionnant, on a un peu débordé. Et nous permettons de contacter les personnes qui ont laissé des questions afin de répondre.
peut-être certaines aussi de prendre le temps de répondre puisqu'ils demandent certaines informations supplémentaires. Hein. C'est pas facile de répondre sur des cas un peu particuliers. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer quelqu'un pour peut-être avoir un échange sur un cas très, très, très spécifique. Je me permets aussi de vous rappeler qu'à la fin de ces webinaires, il y a un petit questionnaire de 3 questions, hein, pas non plus énormes, mais qui nous permettent aussi d'avancer, de nous améliorer et aussi de savoir si quelqu'un va être recontacté par la suite dans son projet d'innovation, puisqu'il y a la possibilité d'être accompagné soit dans le projet d'innovation de façon globale par l'agence et soit dans les questions plus spécifiquement propriété industrielle par l'INPI. À ce point-là, est-ce que Roger, tu as quelque chose à ajouter? Juste une dernière slide donc pour vous présenter en tout cas pour les adhérents les services en plus par rapport à notre agence. Voilà, je vous laisse découvrir un peu ça et puis on ajoutera effectivement les documents de présentation, bien sûr, comme ça a été indiqué pendant ce webinaire, tous les documents de support présentation aux personnes qui ont participé pour leur envoyer et répondre bien sûr à leurs questions. Merci en tout cas. Alors, moi, je vais permettre encore une fois de remercier tout le monde qui a participé. Hein. Ilias, on la remercie bien, mais on remercie bien sûr Roger, on remercie Céline pour cet éclairage vraiment qui nous a fait découvrir différentes choses. Même pour moi, c'était quand même très étonnant de savoir qu'il y a toujours des choses à apprendre. N'oubliez pas de répondre aux questions à la fin et on vous souhaite une bonne continuation et au prochain webinaire. Allez. Bravo, Merci. merci. Au À votre revoir. disposition. Merci pour vos organisateurs. Merci. À bientôt. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.